vous présenter ce webinaire-là. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre. Hop, et j'ai une slide normalement qui les présente si elle veut bien passer. Hop, pourquoi elle passe pas? Ah, voilà. Donc, on a Eugénie Baroyer de la Crèce Grand Est, Agnès Foul qui est de la Chambre de consommation d'Alsace et du Grand Est, et vous avez Quentin Josso, mais avec deux autres collègues qui représentent le réseau Apogée. Je le fais très brièvement parce que bien évidemment, je vais tout de suite leur donner la parole pour qu'ils puissent faire leur présentation, et ils se présenteront beaucoup mieux que ce que je viens de vous faire là. Et donc, sans plus tarder, je vous donne la parole, et je crois que c'est Agnès qui va débuter. Je fais juste le changement de présentation et puis Agnès, vous pourrez y aller. Tout à fait, merci Caroline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ok, très bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce temps de sensibilisation aux achats responsables et à ce qu'ils impliquent et en quoi il est important d'être formé à cette thématique dans le cadre de votre activité. Alors, je vous propose de commencer par un rapide état des lieux du tourisme aujourd'hui en France, et notamment des attentes des vacanciers. Si nous devons retenir à ce jour les grands axes des nouvelles attentes des vacanciers, nous pouvons nous arrêter sur quelques items qui seraient la flexibilité et les nouveaux rythmes de voyage. En effet, on observe aujourd'hui qu'un quart des vacanciers ont réduit la durée de leur séjour et un tiers ont changé de destination pour des raisons économiques, notamment chez les moins de 35 ans, à peu près à 50%. Les séjours sont plus courts, mais plus fréquents. En 2024 notamment, les courts séjours de 1 à 3 nuits ont atteint un niveau record, et 43% des Français ont effectué ce type d'escapade, et plus de 70% des voyageurs avaient prévu de partir entre 1 et 4 fois dans l'année en 2025 pour concilier petit budget et contraintes professionnelles. Donc, le deuxième item qui arrive naturellement, c'est donc la spontanéité. En effet, le climat est devenu une variable déterminante et il engendre des séjours spontanés de dernière minute, choisis en fonction des conditions météo et des opportunités tarifaires. Tout cela nous amène au troisième item, qui est le tourisme hors saison et de proximité. Donc, outre le développement du télétravail et des tarifs souvent attractifs, partir hors vacances d'été permet d'avoir le choix, car pour les hébergements, les activités et les transports, les disponibilités et les offres de dernière minute sont nombreuses en ces périodes. Autre argument non négligeable, bien sûr, voyager hors saison estivale peut offrir des conditions météorologiques moins intenses. Ensuite vient l'item authenticité et expérience locale. On observe également que les clients sont en quête de sens et veulent vivre une expérience unique lors de leur séjour. Enfin, tourisme plus durable et responsable, c'est ce qu'il ressort effectivement, les préoccupations écologiques qui seraient au cœur des choix de voyage. Les touristes souhaitent voyager de manière plus responsable. Donc, ce qu'on peut retenir, ce sont qu'il y a de nouveaux arbitrages. Les chiffres de l'Observatoire des vacances 2025 illustrent cette évolution des comportements avec des réservations, donc, comme nous le disions, de septembre en 2025 qui affichait 3% de hausse sur le panier moyen par rapport à 2024, par rapport à septembre 2024. De leur côté, les professionnels du tourisme réunis à Berlin en septembre dernier notaient une progression sur les 3 mois suivants,
soit d'octobre à décembre. Une tendance donc au hors-saison qui est portée surtout par les seniors, puisque 72% privilégient les départs hors saison selon le rapport Alliance France Tourisme Ipsos de février 2025. Et 57% d'entre eux disent choisir les destinations de proximité pour des raisons écologiques, précisant que visites découvertes et activités culturelles ont leur préférence. Ce qu'on peut retenir, c'est que 63% des Français estiment important de voyager de manière responsable, ce qui se traduit par un engouement pour le tourisme vert et l'écotourisme, les séjours au grand air pour découvrir des espaces naturels, pratiquer le vélotourisme par exemple ou la randonnée et privilégier les destinations rurales. 53% des voyageurs souhaitent que leur lieu de séjour intègre des initiatives durables innovantes pour un tourisme plus responsable. Autrement dit, plus de la moitié des voyageurs potentiels, donc ça c'est une enquête qui avait été réalisée en 2025 par Opodo et Booking.com, où ils notaient effectivement que plus de la moitié des voyageurs potentiels étaient sensibles aux efforts des établissements en matière d'éco-responsabilité. Et enfin, on peut noter que 47% des voyageurs sont explicitement en quête d'expériences authentiques et de rencontres avec des communautés locales, notamment dans les zones moins touristiques. Donc, pour résumer, la question climatique, la recherche d'authenticité, bref, les comportements touristiques ne cessent d'évoluer. Mais il faut garder à l'esprit que le télétravail et le pouvoir d'achat en berne bousculent les habitudes de voyage en termes de période ou de destination, ce qui fait que la qualité de l'expérience reste une priorité et, et reste disons, quelque chose qui ne va pas tellement souffrir des difficultés peut-être financières des vacanciers. En 2025, 62% des voyageurs ont été attentifs au coût total de leur séjour, hein. Un vacancier sur 5 a diminué son budget en ciblant en priorité la restauration. Oups, je crois que les slides vont un petit peu vite. Si on pouvait juste revenir à la slide précédente. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, je disais, un vacancier sur 5 a diminué son budget en ciblant en priorité la restauration, puis les achats. Donc ça a été déclaré, la restauration a été déclarée à hauteur de 60% des réductions, hein. Mais les activités de loisirs sont moins affectées puisqu'elles ne concernent que 30% des réductions. C'est bien un signe que les vacanciers cherchent à préserver l'expérience et le sens du séjour. Donc voilà, les Français continuent de partir, mais de façon plus calculée, en privilégiant les dépenses d'hébergement, de transport et d'activité. Donc, je ne sais si vous avez eu toutes et tous le temps de répondre aux petites questions du sondage proposé par Lilou. Vous pouvez aller voir dans la conversation, normalement ils y sont. J'ai eu des retours pour la troisième question, mais pas pour les deux premières. Bon, ça n'est Normalement, pas ils sont grave. toujours actifs. Est-ce que vous voulez que je vous lise les retours de la troisième question? Bah oui, bon, comme ça, tout le monde les aura, effectivement. Alors, du coup, la troisième question était, d'après vous, quels sont les critères privilégiés par les vacanciers pour orienter leur choix de séjour? Donc, on a activités qui sont venues en majorité. Il y a l'authenticité, le prix, l'ensoleillement, la localisation, la mer, les tarifs, les espaces verts, le climat et le grand air. Ah, Tout ce qui est revenu. plein d'idées, effectivement, qui concordent avec les nouvelles attentes des vacanciers, sachant que le respect de l'environnement, hein, si on en croit l'enquête sensibilité des Français au tourisme responsable, hein, et bas carbone, une enquête réalisée par Agir pour un tourisme durable et Atout France en janvier 2025, le respect de l'environnement, si on va dire, on va prendre le top 3, hein, que vous voyez dans critères privilégiés sur cette slide. Dans le top 3, il y a le respect de l'environnement qui arrive en tête, hein, des préoccupations toujours, suivi de très près par la mobilité réfléchie et en troisième position, la préservation du patrimoine, mais qui est vraiment au coude à coude avec les retombées
en faveur de l'économie locale. Donc là, nous avons affaire à des vacanciers qui sont toujours plus exigeants, mais aussi très bien informés. Selon l'Institut Ipsos, qui a réalisé un sondage sur les intentions de départ en 2025, les sites moins touristiques séduisent une grande majorité de vacanciers, 78% des personnes interrogées, qui figurent parmi ceux qui voyagent le plus au sein de leur pays. Les Français, il faut savoir qu'ils sont 67% à voyager au sein de la France, contre 44% des Européens seulement qui restent dans leur pays pour les vacances. Et donc, ils déclarent en majorité vouloir soutenir l'économie locale, à 81%, comme vous pouvez l'observer sur la slide à gauche. Ils sont donc à 81%, et ils déclarent vouloir soutenir l'économie locale, à 75% voyager en basse saison et privilégier les transports à faible impact carbone une fois sur place. Donc, effectivement, il y a une réelle prise de conscience, puisque 98% des répondants au sondage d'Agir pour un tourisme durable déclarent reconnaître l'impact du tourisme sur l'environnement, dont 68% estiment que cet impact est important. C'est une certaine forme de lucidité qui s'accompagne d'une volonté d'action concrète, avec une attention croissante accordée à la dimension responsable des déplacements. Certes, et comme nous le disions, toujours des critères privilégiés avec le respect de l'environnement qui arrive en tête. Mais la volonté d'éviter des destinations surexploitées et de garantir un partage équitable des retombées économiques témoigne d'une conscience sociale émergente dont il faut absolument prendre la mesure. Donc voilà, miser sur la durabilité de votre activité, c'est répondre à ces nouvelles préoccupations. Je ne sais pas s'il y avait des questions à ce stade? Rien dans la conversation. D'accord. Je passe le relais à ma collègue. Oui. Donc, nous allons définir effectivement ce qu'est un achat responsable. Donc, l'AFNOR le définit effectivement, l'achat responsable. En fait, il se dit d'un achat de biens ou services auprès d'un fournisseur ou prestataire sélectionné pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux, favoriser les bonnes pratiques en matière d'éthique et de droits humains. Donc, en fait, les achats responsables, ça consiste à sélectionner des fournisseurs qui adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement, qui soient éthiques et socialement responsables. Ça permet effectivement, par exemple, d'assurer une rémunération juste des producteurs et de valoriser des modes de production respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Si on passe à la slide suivante, en fait, l'achat responsable, il s'appuie sur 3 piliers du développement durable. Le volet social, le volet économie et le volet environnement. Donc, sur le volet social, c'est recourir par exemple à des entreprises et des fournisseurs et prestataires ou associations à caractère social. C'est intégrer par exemple des fournisseurs inclusifs, que ce soit le recours aux structures de l'insertion par l'activité économique ou aux entreprises adaptées. En fait, en recourant à ce type de structure, cela crée de l'impact social et ça favorise l'inclusion professionnelle en recourant en fait à des achats inclusifs et indirectement, en fait, ça facilite le retour à l'emploi des personnes éloignées du marché du travail. Donc, vous favorisez en fait le développement territorial en encourageant les entreprises locales et en créant des emplois non délocalisables. Sur le volet environnement, on peut parler effectivement de la réduction de l'impact environnemental. Ça permet effectivement soit de réduire l'empreinte carbone ou effectivement, si on fait le lien avec le social, ça permet d'adopter en tout cas des achats auprès des structures inclusives qui sont souvent pionnières sur la consommation locale, l'économie circulaire et le recyclage. Sur le volet économie, là, c'est la prise en compte de l'impact économique des décisions d'achat. Donc, c'est le rapport qualité-prix du produit, la rémunération plus juste. Donc là, il y a le commerce équitable, clairement, qui pourrait effectivement illustrer ces thématiques. C'est le circuit court, l'économie circulaire, pour voilà, illustrer. Si on passe à la slide suivante, voilà, on voulait aussi mettre en avant les valeurs ajoutées des achats responsables et vous dire en quoi
ça a apporté des gains, en tout cas, de mettre en place une politique et une stratégie d'achat responsable. Ça permet, dans un premier temps, de renforcer votre compétitivité, c'est-à-dire qu'en intégrant vos décisions d'achat, en fait, les 3 critères précédents, en fait, vous positionnent comme un acteur responsable et engagé. Et puis, du coup, c'est une part importante des dépenses d'une entreprise et ça a un impact significatif sur l'environnement et social. Donc, en fait, en faisant effectivement des achats responsables, non seulement vous rendez votre entreprise plus compétitive, mais aussi vous consolidez votre image de marque et par là même l'attractivité auprès des clients, hein. Et puis, ça vous permet aussi effectivement d'avoir une vision globale du coût des prestations de vos fournisseurs et de bénéficier de l'offre la plus avantageuse en toute connaissance de cause des impacts sur l'environnement et la société. Vous développez du coup des relations, je dirais, gagnant-gagnant avec vos fournisseurs. Il faut savoir que les achats responsables, voilà, c'est aussi un pilier de votre stratégie RSE. Si on passe à la slide suivante, il y a d'autres gains que vous pouvez effectivement voilà, bénéficier en déployant une politique d'achat responsable. C'est-à-dire que ça vous permet de sécuriser la chaîne d'approvisionnement, hein, et en maîtrisant surtout la traçabilité de vos produits. C'est travailler avec des fournisseurs et prestataires locaux ou en proximité, ce qui vous permet effectivement d'avoir une proximité et de connaître comment ils travaillent et ainsi effectivement de maîtriser la traçabilité des biens et services que vous utilisez. Ça vous permet surtout aussi de renforcer effectivement l'ancrage territorial et de contribuer activement au dynamisme d'économie locale, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est un cercle vertueux. Plus vous travaillez effectivement avec les acteurs en proximité, plus effectivement vous allez créer de l'emploi et créer un dynamisme, voire même rentrer dans une logique d'innovation et d'émergence de nouvelles idées et d'identifier des alternatives durables et plus inclusives pour vos achats. Donc, consolider effectivement des actions solidaires en allant effectivement recourir à des structures, comme je dis tout à l'heure, inclusives, structures donc d'insertion par l'activité économique ou entreprises adaptées ou entreprises de services d'aide par le travail. Et vous nouez ainsi des partenariats à forte valeur ajoutée et contribuer effectivement à maintenir et à créer surtout de l'emploi non délocalisable, pardon. Et puis la dernière, en fait, qui est intéressante, c'est aussi aujourd'hui, en déployant une politique d'achat responsable, ça vous permet aussi d'anticiper des mesures réglementaires qui sont à venir, hein, clairement, pour préparer l'avenir et qui vous permettront effectivement de muscler déjà votre politique d'achat responsable. Après, on voulait effectivement vous présenter sur la slide suivante, en fait, les achats responsables, comment passer à l'action. Donc, en pratique, comment faire? C'est-à-dire limiter déjà peut-être effectivement l'impact carbone pour préserver le territoire, c'est-à-dire privilégier par exemple les livraisons lorsque vous faites des livraisons d'achat, des livraisons effectivement sur des temps où le trafic est peut-être moins dense, et surtout privilégier les achats locaux responsables, c'est-à-dire au plus près effectivement de votre structure. Sur le volet fournisseur, c'est de sélectionner aussi des fournisseurs qui reflètent vos valeurs et vos engagements en matière de durabilité, en privilégiant donc les acteurs locaux et en recourant aux produits labellisés si voilà, nécessaire. C'est préserver les ressources naturelles, hein, aujourd'hui qui sont voilà, de plus en plus rares. La consommation d'eau, par exemple, voilà, c'est aussi d'équiper en tout cas, par exemple, vos moyens de source d'eau, effectivement, de process qui permet effectivement de réduire la consommation d'eau. Il y a toute l'énergie aussi, voilà, l'énergie renouvelable, vous pouvez utiliser pour une alternative à l'énergie classique ou l'énergie verte. Vous avez aussi toute la gestion des déchets, voilà, qui est une politique que vous pouvez mettre en place et qui permet aussi voilà, de mettre en place aussi une politique d'économie circulaire. Et puis, il y a aussi voilà, les produits d'entretien, c'est-à-dire utiliser des produits ménagers sans substances toxiques ou dangereuses pour l'environnement et la santé. Et puis, former aussi, voilà, si vous avez du personnel, former le personnel hein, de nettoyage sur l'éco-utilisation des produits ménagers. Et enfin, vous avez en fait tout le volet lié au réemploi, c'est-à-dire favoriser les matériaux liés au réemploi pour choisir des matériaux 100% recyclables et qui permet voilà, aujourd'hui de faire de multiples applications, je dirais, que ce soit autant au niveau de votre mobilier professionnel que dans votre quotidien.
Voilà, pardon Eugénie, Oui. je me permets juste d'intervenir à ce stade pour revenir sur les utilités et les gains dont nous avons parlé juste à la slide précédente. Utilité, donc, comme tu le disais, pour une utilité pour le territoire, hein, parce que la démarche d'achat responsable contribue au dynamisme de l'économie locale, hein, comme tu l'as très justement fait remarquer, mais aussi des gains pour la structure en elle-même, dans la mesure où cette démarche peut être intégrée à une stratégie globale en cohérence avec l'objet de la structure. C'est dans ce sens que nous proposions à Madame Alexandre de l'établissement La Vie en Vert, hein, à Neuvillers-les-Savernes, de témoigner peut-être sur leurs pratiques au sein de l'établissement. Oui, bonjour. Vous m'entendez du coup? C'est bon? Ouais. Oui, super, ok. Alors, bonjour, moi je suis Marine Alexandre, la secrétaire comptable du coup de l'association EUL Étiquetable La Vie en Vert. On est situé à Neuvillers-les-Savernes, dans du coup le parc des Vosges du Nord. Alors du coup, je suis la secrétaire comptable, j'ai moins l'habitude de témoigner que la directrice, donc je m'excuse, mais voilà. Donc nous, notre association, déjà, c'est une association, donc on est géré par un comité bénévole qui emploie des salariés. Donc on est à but non lucratif, donc déjà de base, les valeurs même de l'association se dirigent vers des achats responsables, vers des pratiques vertueuses. Après, on a aussi notre activité principale, c'est des classes découvertes avec les enfants pour les sensibiliser à l'environnement, à la nature, etc. Donc, on va vraiment dans ce sens. Et on a on a des labels comme l'écolabel. Mais ce n'est pas un label qu'on a recherché pour attirer des clients. En fait, c'est plutôt, c'était des pratiques qu'on avait déjà et on s'est dit ça va les mettre en avant en fait parce qu'on s'est rendu compte qu'on cochait énormément de cases de base en fait. Donc, quand on a mis en place l'écolabel, c'était pas qu'est-ce qu'on va changer pour pouvoir avoir l'écolabel, c'était plutôt, en fait, on rentre dedans et on a eu des petits ajustements sur des choses qu'on savait pas forcément ou qu'on n'avait pas encore touché, comme les beurres emballés individuellement au petit déjeuner qu'on a dû retirer et changer. Mais pour la majorité des autres choses, comme les produits d'entretien qui sont écolabellisés, le fauchage tardif, faire venir des moutons pour pâturer plutôt que de tondre toute la journée. On avait vraiment déjà énormément de choses en place. C'était la même chose pour notre label Valeur Parc. C'est un label qu'on a eu récemment. On ne l'avait même pas envisagé, mais en fait, on a été sollicité par le parc parce que c'est un partenaire. Et en fait, en vérifiant les critères, on s'est rendu compte qu'on cochait toutes les cases. Et ça permet en fait de s'inscrire justement dans le patrimoine local, de mettre en valeur en fait ce qu'on fait. En fait, nous, l'enjeu, c'était plutôt de donner de la visibilité à ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années. Et effectivement, la valeur ajoutée, on le voit, c'est qu'il y a de plus en plus de clients qui recherchent cela, des clients qui nous appellent et qui nous demandent est-ce que vous allez cuisiner vous-même, est-ce que c'est des produits locaux, est-ce que vous faites attention aux produits d'entretien, des choses comme ça. Et ça ressort souvent sur les enquêtes de satisfaction qu'on a majoritairement dans les points positifs. Ils nous mettent on aime bien tout ce que vous faites chez vous, dans votre centre. Et ça fait des bouches à oreille aussi, où en fait des clients disent ah bah tel était là pour un mariage, j'ai vu tout ce que vous faisiez, ça m'intéresse pour mes vacances, ou tel vient avec des parents qui accompagnent des séjours scolaires et qui reviennent à titre personnel avec la famille ou autre. Donc c'est vrai que pour nous il y a une valeur ajoutée à des achats responsables parce que ça va dans le sens de ce qu'on fait de base et en plus ça fait travailler les locaux. Voilà, je suis pas très à l'aise forcément pour parler, je suis désolée. Voilà. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que par contre, ça peut aussi avoir certaines contraintes parce que vu qu'on est une association à but non lucratif,
on essaye d'avoir des coûts vraiment le plus bas possible, en fait, pour que on veut être accessible à tous, en fait, que les familles qui ont un petit budget puissent aussi venir dans notre centre. Mais c'est un équilibre difficile parfois à atteindre parce que quand on a des produits qui sont de meilleure qualité, ben, il faut aussi y mettre le prix. Donc voilà, trouver un équilibre entre acheter de meilleure qualité, mais en même temps être accessible à tous. C'est un peu le défi des achats responsables, je trouve, à mon niveau. Mais pour moi, c'est vers ce vers quoi on doit tous tendre pour l'avenir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout ce dont j'avais dit qu'on parlerait, mais je crois que j'ai tout dit. Oui, ça m'a l'air ça m'a l'air effectivement dans le droit fil de ce dont nous avions parlé pour préparer cette intervention. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait peut-être des questions, Lilou, suite à ce Non, témoignage? Non, pas de ben merci. questions. Merci N'hésitez beaucoup. pas à lever la main ou intervenir dans le chat. Merci Marine. Merci Madame Alexandre. Donc je vais reprendre le fil. L'achat responsable, comment passer à l'action? Si on peut passer à la slide suivante, Caroline, s'il vous plaît. Merci. Donc, il existe aussi voilà, un outil qui est porté par la région et l'agence régionale Grand Est du tourisme qui vous permet de concevoir un diagnostic pour améliorer et identifier en tout cas vos bonnes pratiques déjà mises en œuvre et cibler les axes d'amélioration et notamment qui vous aide effectivement à aller vers une transition durable. Donc, ça s'appelle Éco-Boussole, voilà. Donc, vous pouvez y accéder voilà, assez facilement sur le site. Et puis après, il y a effectivement une offre d'accompagnement qui peut être effectivement déclinée. Et ils ont des boîtes à outils aussi qui vous permet de voir effectivement quel type d'outils et en tout cas d'accompagnement vous serez nécessaire. Et puis, il y a quelque chose pour passer à l'action aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut former vos équipes au changement pour qu'ils soient compris, voilà, pour que l'achat responsable soit compris par tous et que vous alliez effectivement vers une transition durable et encore plus durable si elle est déjà, voilà, mise en place. Et pas forcément au niveau des achats, hein. Du coup, voilà, il y a toute la transition aussi qui, qui peut être mise en place au niveau voilà, social et autres. Donc là, effectivement, c'est un levier sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et puis, il y a, voilà, vous parliez de Madame Alexandre de label tout à l'heure. Pour impulser une démarche de labellisation de votre établissement, il y a l'UNAT, effectivement, donc, qui est présent autour de ce webinaire, qui est un accompagnateur et on voulait le souligner aussi avec Agnès. Donc là, je vais voilà, redonner la main à Agnès qui va voilà, vous faire un focus un peu sur les labels. Merci Eugénie pour le passage de relais. Effectivement, les labels peuvent être rassurants pour les voyageurs, mais est-ce qu'ils sont vraiment connus? En fait, pour la plupart d'entre eux, pardon, je reprends. Atout France, avec Agir pour un tourisme responsable, avait fait en 2024 une enquête auprès des voyageurs. Pour 80 d'entre eux, ils se déclaraient sensibles à la présence d'un label pour les hébergements, les restaurants et les activités. Et 38 des interrogés étaient capables même de citer quelques labels, tels que ceux qui sont sur cette slide, Clé verte par exemple, qui représente aujourd'hui 2 428 établissements en France en 2025, hein, donc soit à peu près 8 des 28 758 hébergements collectifs recensés, ce qui n'est pas rien. Il y a également l'écolabel, dont Marine Alexandre parlait tout à l'heure, qui compte 391 établissements labellisés en France en 2025, dont 9 dans le Grand Est. Et parmi ces 9, il y a, comme je l'ai noté, comme vous le voyez, 4 centres de séjour, 2 hôtels, une auberge de jeunesse, un camping et un hébergement insolite. Du coup, voilà, Clé verte, Écolabel sont des labels assez reconnus par les voyageurs, mais il y a également le label Agir pour un tourisme responsable.
On peut parler du label Green Globe, le label Accueil Vélo, mais aussi Pavillon Bleu, Tourisme et Handicap, Accueil Paysan. Et vous avez également à l'écran le label Écogîte, le label Gîte Panda et d'autres labels qui sont peut-être moins cités, NF Environnement, le label Écotable, le label Travel Life, le Flocon Vert, etc. Voilà, lorsque nous parlons de label, il y a 2 angles, hein. Pour rappel, vous pouvez être vous-même labellisé ou souhaiter être labellisé et vous pouvez aussi souhaiter nouer des relations avec des fournisseurs responsables qui, eux, seront labellisés. Pour rappel juste, la clé verte est une démarche environnementale performante avec pour objectif la réduction des consommations d'eau et d'énergie, de la production de déchets et les achats responsables, bien sûr. Elle concerne surtout les chambres d'hôtes et les gîtes, mais on y retrouve aussi les hôtels. Et Gîte Panda, c'est un peu particulier. Il s'agit d'hébergements bénéficiant d'une situation géographique privilégiée qui favorise la découverte du patrimoine naturel. Une forte demande donc des vacanciers, comme nous l'avons vu en introduction. Le propriétaire d'un gîte panda a une attitude éco-responsable. Il saura faire apprécier à ses hôtes les richesses de la faune et de la flore environnante, et il saura mettre à disposition de la documentation, des équipements d'observation de la nature, etc. C'est un agrément décerné exclusivement par Gîtes de France pour le WWF. Donc, je vous invite, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, à aller sur les sites officiels de ces labels pour voir en quoi peut-être leurs pratiques déjà mises en place au sein de leur établissement peuvent donner lieu à une labellisation et en quoi certaines labellisations pourraient les faire progresser en les incitant à mettre en place des mesures d'éco-responsabilité et notamment des achats responsables. Voilà. Je passe la parole de nouveau à Eugénie. Oui. Et juste pour compléter sur cette slide, juste pour information, voilà, il y a l'UNAT National qui a fait un webinaire en décembre sur Clé Verte. Voilà, si vous voulez effectivement vous y référer et aller le visionner. Oui, Caroline. Oui, je voulais juste rebondir sur vos propos. Effectivement, il y a eu un webinaire. On avait fait aussi, nous, un webinaire de présentation de tous les labels. Donc, c'est aussi des ressources sur la présentation de chaque label. On avait présenté aussi des choses. Donc, on a des ressources, nous, à l'UNAT aussi, Grand Est. Merci. Donc après, l'idée, c'est comment identifier justement des fournisseurs responsables. Comment vous, effectivement, à votre niveau, vous pouvez, voilà, vers quel prestataire responsable vous pouvez effectivement vous approvisionner. Donc là, il y a deux prismes, hein. Soit vous, effectivement, vous choisissez les fournisseurs et prestataires labellisés, voilà. Donc, sur la slide suivante, si vous voulez bien, Caroline, s'il vous plaît. Merci. Donc là, effectivement, voilà, on vous a remis quel type de label et de fournisseur responsable vous pouvez identifier. Alors, il y en a énormément. Il y en a un qui est très connu, effectivement, pour identifier les fournisseurs responsables. C'est le label qui est porté par l'État et les gouvernements. C'est le label Relations fournisseurs et achats responsables, voilà, dans lequel vous entrez dans une démarche de certification. Il y a l'ISO 14001 qui est effectivement plus là sur la gestion environnementale et gestion des ressources, réduction de l'empreinte carbone, réduction des déchets. Il y a le label RSE généraliste, label Bicorp. Il y a le label dur de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, il y a tout ce qui a trait au label du commerce équitable. Et puis après, vous avez les labels plutôt axés sur les produits, là, donc les labels écologiques, voilà, label équitable, commerce équitable, le label de qualité, label rouge, ou le label écologique, écolabel européen. Et puis, donc, il y a deux prismes, comme je disais, c'est soit effectivement votre fournisseur responsable, il a un label, soit il n'en a pas, mais du coup, en fait, il a un fort impact social et c'est un fournisseur inclusif. Donc, fournisseur inclusif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit effectivement une structure d'insertion par l'activité économique, soit le réseau des entreprises adaptées ou le réseau des entreprises de services d'aide par le travail. Donc là, en fait, c'est des structures effectivement dites inclusives
inclusives, puisque en fait, elles embauchent des personnes et remettent voilà, dans le circuit du marché du travail des personnes éloignées de l'emploi. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'elles sont présentes quand même dans 150 secteurs d'activité, donc très diversifiés, le nettoyage des espaces verts, mais aussi la gestion des déchets, le textile, ça peut être la fabrication de goodies, par exemple. On a quelques ESAT voilà, qui fabriquent des goodies, en tout cas des tote bags à partir des kakémonos voilà, qu'on a tous au sein de nos organismes pour voilà, mettre en évidence notre structure. Et du coup, vous avez, voilà, pour les connaître en tout cas et connaître leur référencement, vous aviez un accès sur Internet, hein, IAE Grand Est, pour voilà, sur la Champagne-Lorraine, je dirais. Vous avez effectivement l'URSIA sur l'Alsace, Osmose, là, qui est effectivement le réseau des entreprises adaptées, et puis ESAT. Et puis, vous avez le marché d'inclusion, voilà, qui vous permet aussi d'avoir accès à un annuaire de toutes les structures de l'insertion par l'activité économique. Je vais repasser la parole à Agnès. Merci Eugénie. S'il n'y a pas de questions sur ces derniers éléments, je vais effectivement enchaîner sur cette thématique. Quel levier pour un tourisme à impact positif? Il y a cet avantage aussi qui peut être très bénéfique de mettre en avant les bonnes pratiques et engagements de votre établissement. Par exemple, vous avez une offre d'alimentation durable, des produits locaux et bio avec des fournisseurs locaux. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'UNAT avait déjà proposé un webinaire sur cette thématique que vous pouvez retourner voir. Sinon, vous avez aussi, si vous adoptez des gestes verts comme le tri sélectif, la réduction du plastique, l'usage de produits ménagers écologiques, comme dont on a parlé tout à l'heure, si vous favorisez les mobilités douces en prêtant des vélos, en mettant à disposition des bornes de chargeurs pour voitures électriques, en facilitant l'accessibilité aux transports en commun de proximité, ou alors si vous utilisez les énergies vertes, hein, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, panneaux solaires, géothermie, où vous avez un fournisseur d'énergie verte comme Enercop, hein, par exemple. Là, sur cette thématique, un webinaire a également été proposé par l'UNAT dernièrement. Enfin voilà, il se trouve qu'il y a toute une panoplie en fait d'outils pour valoriser, enfin disons de pistes pour valoriser vos engagements et en faire des valeurs ajoutées qui peuvent grandir votre image aussi. L'ADEME propose tout un kit de sensibilisation aux éco-gestes notamment pour pouvoir communiquer auprès de sa clientèle et de ses usagers, et des associations bien sûr sur les territoires sont également présentes sur cette thématique, hein. On peut citer Éco-Gestes à Nancy, par exemple. Alors, dans la continuité de ce que disait Agnès, effectivement, mettre en avant vos bonnes pratiques et vos engagements au sein de vos établissements, puisque vous menez sans doute des actions au sein même de vos établissements. Par exemple, si vous avez une politique de gestion de l'eau, il ne faut pas hésiter à la mettre en avant. Donc là aussi, l'UNAT a fait effectivement un webinaire récemment sur la gestion de l'eau, une ressource rare qui peut effectivement vous être utile si vous souhaitez la visionner. Par exemple, vous achetez certainement peut-être des tenues professionnelles, linge de maison ou de lit contenant des fibres éco-responsables, naturelles ou recyclées. Vous promeuvez peut-être des cadeaux locaux artisanaux, voilà. Vous tendez vers le zéro déchet et valorisez vos déchets. Donc là, effectivement, vous avez des actions déjà concrètes, vous pouvez mettre en avant. Vous êtes peut-être dans une démarche de certification, et là, c'est aussi intéressant de le mettre en avant, même si la certification n'est pas encore acquise. C'est de dire que vous êtes dans une vraie démarche auprès de votre clientèle de certification, ce qui permet aussi de voilà, les sensibiliser sur le fait que vous vous inscrivez dans une politique d'achat responsable. Et puis, vous mettez effectivement sans doute en place des éco-gestes. Je vais Alors, relaisser la main à Agnès qui va reprendre la merci. suite.
Donc, toujours dans ces recommandations, hein, on peut les appeler comme ça, pour des leviers, la mise en avant des partenariats avec les acteurs territoriaux pour les activités notamment comme, la randonnée, guidée, le circuit à vélo et cetera, mais également d'autres activités qui vont paraître plus participatives comme, l'atelier de cuisine, l'atelier artisanal ou culturel, en lien avec les acteurs du territoire, des visites pédagogiques d'établissements, artisanales ou, comme on appelle le tourisme industriel ou ces choses-là, il peut être très important, et très valorisant de les mettre en avant. Maintenant, ça n'est il faut, concevoir, la communication sur ces engagements de manière globale et ça peut être possible si les actions que vous portez et les partenariats que vous nouez sur vos territoires, est mis en avant dans le cadre, d'une adhésion, par exemple, à un collectif. Si vous rejoignez un réseau, si vous êtes référencé sur une plateforme spécialisée ou dans un annuaire, spécifique. On peut citer sur, le territoire de l'Eurométropole, par exemple, le catalogue des solutions EMS. Mais, là, je vais également vous parler de la plateforme, zigezag.info, hein, qui est, un collectif, et un réseau et à la fois un annuaire qui va recenser, toutes les structures de la production responsable, pour le coup, là, en Alsace, mais qui va aussi, donc promouvoir, les activités de ces, structures responsables, aussi bien auprès des particuliers que des collectivités, et des entreprises, mais qui va aussi développer les synergies et collaborations, c'est-à-dire favoriser une interconnaissance entre ces divers acteurs, éco-responsables, et essayer de, faciliter, les échanges entre ces structures pour que justement des partenariats puissent se nouer, pour que des coopérations, puissent, permettre de porter, un projet ou une action. Parce que quand on est une petite structure, c'est pas toujours évident d'opérer des grands changements seul dans son coin. Donc voilà, ça c'est rejoindre un réseau d'une manière générale, ça permet de vous renforcer, en fait et de vous permettre d'opérer des changements qui peut-être vous auraient paru, difficiles, individuellement. Des questions peut-être? Non. Très bien. Ah, du coup, je repasse la parole à Eugénie? Oui. Ou c'était Alors, on encore voulait moi? Non. effectivement refaire un zoom aussi sur les pratiques d'achat responsable, mais du coup par thématique. Donc, sur le bâtiment, effectivement, c'est tous les matériaux du réemploi, hein. Mais là, comme on l'a spécifié, ça suppose aussi d'accepter, par exemple, si vous allez sur du mobilier de réemploi, de ne pas avoir un ensemble harmonisé et qui soit plutôt davantage personnalisé. Euh, sur le fait. Donc là, vous pouvez faire appel à une matériothèque de votre territoire, hein. Il y en a plein qui se sont créés récemment ou consulter l'association Remise. Voilà, ils ont un site qui vous permet effectivement d'avoir une ressource, en tout cas une matériothèque en ligne pour voir effectivement ce qui est mis, le gisement qui est mis à disposition. Sur le textile et le linge, bah là, c'est voilà, par exemple faire appel à un ESAT, hein, donc il y a voilà l'atelier de Son of à Bichevillers ou APF France Handicap qui travaille sur ce volet. Et puis du coup, ça vous permet effectivement d'avoir une technique et des activités autour du flocage et de la broderie sur tissu. Sur le mobilier, c'est aussi de faire appel, voilà, vous pouvez faire appel aux structures de l'ESS sur la filière bois, hein. Il y en a énormément qui se sont déployées dernièrement. Par exemple, sur le secteur de la Moselle, il y a la SIC Sèvres Mobilier qui travaille sur, donc, du coup, donner une seconde vie au bois. Et là, notamment, ils travaillent sur l'insertion en milieu carcéral, voilà, avec du personnel, effectivement, quoi, des personnes qui sont dans le milieu carcéral. Et puis sur le réemploi, voilà, il y a tout un ensemble
d'acteurs, Parachute en Alsace, les tiers-lieux Hollywood Auxilolab dans les Vosges. Sur le matériel informatique, là aussi, vous pouvez faire appel à des fournisseurs d'équipements et de gestionnaires de parcs informatiques, donc tels que Common ou le Poisson Barbu sur l'Alsace, et puis qui permettent effectivement d'avoir une production responsable locale. Et puis enfin, sur le reconditionnement informatique aussi, voilà, vous avez toutes des structures. Donc, il y a le SDIS 52, voilà, sur la Marne. Vous avez Ulysse Infocel sur la Meurthe-et-Moselle. Vous pouvez aller auprès de Emmaüs Connect aussi. On peut passer à la suivante, pardon, Caroline. Sur l'électroménager, effectivement, là, c'est d'aller effectivement sur le réemploi ou le reconditionné, hein, l'électroménager reconditionné. Donc là, il y a le réseau Envie, tout le réseau Envie, hein, qui est effectivement présent sur le territoire du Grand Est. Sur tout ce qui est entretien, voilà, entretien des locaux, par exemple, de votre organisation. Vous pouvez faire appel à une structure d'insertion ou une entreprise adaptée, hein, puisqu'ils ont souvent des activités de blanchisserie, de ménage, d'espaces verts, jardinage, et puis de mise à disposition de personnel aussi, gestion des encombrants. Et puis, il y a tout le volet énergie, où là, effectivement, on a des acteurs, hein, qui sont effectivement très proactifs sur le sujet, comme Enercop. Et du coup, on va effectivement là faire un témoignage de Madame François, donc Oui, de l'organisme ODCVL. CVL, tout à Voilà, fait, donc je vous laisse témoigner, Madame François. tout à fait. Vous m'entendez bien? Merci. Oui, très bien. Voilà, donc Brigitte François, donc je suis la directrice administrative et financière de la SIC ODCVL. Donc notre siège est basé à Épinal dans les Vosges. Et donc on gère une douzaine d'établissements qui sont répartis sur tout le territoire français, avec 6 qui sont concentrés sur le massif vosgien. Donc, nous accueillons tout type de public, beaucoup d'enfants, puisqu'on fait des classes de découverte, colonies de vacances, mais aussi des groupes adultes sur ceux où on se déploie en ce moment un peu plus. Donc nous, ben voilà, dans notre coopérative, acheter responsable, c'est pas qu'un concept, hein, c'est aussi une nécessité quotidienne. Comme on accueille tout public toute l'année et nos achats ont un vrai impact économique, social et environnemental. Et d'ailleurs, dans notre processus acheter, notre système qualité, qui existe depuis 2003, puisque nous sommes certifiés ISO 9001 depuis plus de 20 ans. Et une donnée d'entrée importante, c'est acheter des produits ou activités qui ont un impact social et environnemental qui ne sont pas négligeables. Donc, pour se recentrer plus sur l'aspect énergétique, on va dire que les dernières actions qui ont été menées sur les 5 dernières années, donc la renégociation de nos contrats d'électricité et de gaz grâce à un courtier d'énergie d'Apogée. Donc là, on a choisi en 2025 de repartir avec un contrat d'énergie avec de l'énergie verte, donc qui est forcément plus coûteuse qu'un contrat traditionnel, mais voilà, c'était aussi un choix responsable de la coopérative, donc avec des prix bloqués pendant 3 ans. Au niveau des économies d'énergie pure, donc là aussi, étant donné qu'on a de gros sites qui font plus de 1000 mètres carrés, donc déjà on rentre dans les obligations du décret tertiaire et en plus, voilà, il fallait aussi ménager nos ressources et faire des économies. Donc la chose la plus importante et qui commence un petit peu à dater, on va dire que c'est 2019-2020, c'est le passage en géothermie de 2 gros sites sur le massif des Vosges, donc avec de la géothermie verticale des pompes à chaleur, donc pour remplacer un chauffage traditionnel fuel, donc par des pompes à chaleur. Donc ensuite, depuis 2-3 ans, on va dire que quasiment tous nos établissements sont équipés d'éclairage LED. Donc, suivant les structures, c'est entre 50% et 100% des luminaires qui sont remplacés. Il reste encore des anciens néons qui, au fur et à mesure du temps, vont être remplacés par des néons LED. Et aussi au niveau des radiateurs, pour ceux qui ne sont pas en géothermie, mais en chauffage, on va dire soit électrique, gaz, fuel, des horloges sur les thermostats pour limiter la consommation d'énergie trop importante.
Au niveau de l'eau, on a aussi fait installer des économiseurs d'eau, donc sur les robinets, les lavabos, les pommeaux de douche, des chasses d'eau à double flux avec des réservoirs à bascule plus économiques. Voilà. Et en termes d'entretien et d'hygiène, on va dire que deux de nos sites utilisent de l'eau ozonée. Et récemment, sur le siège, on travaille avec un prestataire qui utilise des produits labellisés éco-responsables Green Care et une gamme de nettoyants professionnels sur le marché labellisé Air Intérieur Contrôle A+, voilà, pour être précis. On fait aussi de l'entretien des espaces verts sur 2 sites par une entreprise de réinsertion qui s'appelle Jeunesse et Culture, qui est basée sur Épinal. On a fait aussi des devis pour du blanchissage de linge sur Douarnenez par un ESAT aussi. Moi, au titre d'achat du siège, tout ce qui est consommable administratif, je travaille beaucoup aussi avec des ESAT. Donc voilà, et sinon en petite à la marge, on va dire de ces types de contrats entretien énergie, on va insérer 4 véhicules électriques dans notre flotte de véhicules et on a récemment installé sur tous nos sites une borne par site pour recharger les véhicules électriques pour les nôtres et pour le personnel, les publics qu'on accueille, quoi. Donc en gros, voilà ce que je pourrais dire sur les sujets-là. Sinon, pour le reste, ça a déjà été abordé. On a aussi beaucoup de bonnes pratiques sur toutes comment dire, les slides précédentes qui ont été évoquées, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Madame François. Du coup, je peux peut-être terminer sur ce volet avec la slide suivante, voilà, où il nous reste peut-être à évoquer rapidement les déchets, hein, parce qu'on sait que c'est une gestion qui va impacter réellement l'éco-responsabilité, hein, de l'établissement. Donc valoriser les déchets ultimes, non recyclables et non compostables, hein. Et puis la mobilité, Madame François vient d'en parler, en favorisant les mobilités douces, en accueillant des vélos pour développer le vélotourisme, en faisant appel au réseau de covoiturage. On a cité Cities, Mobicop, mais également en opérant une transition au niveau du parc automobile, hein, tel que en témoignait Madame François. Donc voilà, et bien sûr, on peut également parler en termes de bonnes pratiques, d'une bonne pratique qui va venir aussi réduire les coûts. Donc comme pour les denrées alimentaires, la mutualisation, dans les achats, mais pas uniquement, hein, peut également être une solution pour faire appel à des fournisseurs locaux tout en diminuant les coûts. Donc là, voilà, ça fait on a un petit peu, évoqué, on a fait un petit, tour d'horizon, des différentes pratiques, et les différents axes que vous pouvez choisir de mettre en place et de développer au sein de vos établissements. Voilà, il n'y avait pas de questions à ce niveau, hein? OK, très bien. Donc sur l'achat responsable, voilà, on voulait vous faire un focus sur les apporteurs de solutions voilà, le territoire du Grand Est. Et nous souhaitions vous présenter effectivement les outils qui sont mis à votre disposition. Donc il y a des annuaires de référencement, voilà, des structures, des entreprises qui peuvent vous accompagner sur les achats responsables et quel que soit effectivement le secteur d'activité. Donc moi, je vais vous parler plus spécifiquement de deux effectivement outils que la CRES pilote et que je pilote. Et c'est Acheter Responsable Grand Est, qui vous permet effectivement, c'est un annuaire de référencement qui vous permet à la fois effectivement d'identifier les structures, en tout cas les entreprises, et de connaître leur offre de biens et services sur le territoire. Voilà, parce que vous savez, c'est effectivement aussi quand vous regardez une structure qui est référencée sur cet annuaire, sur quel périmètre géographique il agit.
Voilà, c'est effectivement de faciliter à votre niveau l'identification des biens et services, hein, clairement, qui sont présents sur le territoire et quel type de fournisseur est présent. C'est aussi effectivement sur cette plateforme, alors c'est pas qu'un annuaire, hein, c'est voilà, c'est vraiment un site internet. Là, vous allez y retrouver effectivement de l'actualité quotidienne, des dossiers thématiques. Voilà, par exemple, si vous voulez retrouver un dossier thématique sur la transition écologique, sur effectivement l'alimentation. Et puis, il y a une newsletter voilà, mensuelle qui part voilà, aux abonnés. Donc, si vous voulez vous abonner, je vous y invite. Et puis, sur ce volet acheter responsable, on organise aussi des rencontres d'affaires. Voilà, des rencontres d'affaires entre des acheteurs, justement, privés, publics et des entreprises de l'ESS qui permet, voilà, sur un même territoire, de se connaître. Euh, donc, on en fait, voilà, moi je le dis, j'en conduis sur tous les territoires, sur tous les départements, sur le Grand Est. Et puis, on a un autre annuaire qu'on pilote, du coup, en intercrèce, voilà, avec les autres crèces des autres régions de France, hein, qui s'appelle Carte Éco, qui est une carte collaborative, là, des structures de l'économie sociale et solidaire au service de la transition écologique. Donc, vous allez retrouver à la fois des structures qui agissent sur la gestion des ressources et des déchets, l'agriculture et l'alimentation durable, le bâtiment durable, la mobilité responsable, et vous avez le numérique responsable. Et du coup, il y a des thématiques qui viennent alimenter et enrichir effectivement cette cartographie tous les ans. Donc, il y a aussi, voilà, sur le Grand Est, une plateforme des achats responsables en Alsace. Et là, je vais laisser la main à Agnès pour la présenter, puisque c'est elle qui la pilote. Merci Eugénie. Effectivement, donc pour finir, je vais m'arrêter un instant sur la plateforme zigzag.info, qui est une plateforme un peu particulière parce que, en plus d'être un site internet avec un annuaire en ligne, hein, qui référence donc les structures de la production responsable en Alsace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un collectif de structures. Donc, ça n'est pas uniquement un annuaire, même si l'annuaire a une grande utilité, bien sûr. Mais là, il s'agit en plus de vraiment favoriser l'interconnaissance et permettre à des structures qui souhaiteraient procéder à des achats plus responsables et qui souhaiteraient contribuer à la dynamique de leur territoire, vont être en recherche donc de structures qui partagent le même terrain géographique, la même zone d'intervention. Donc voilà, nous, on travaille vraiment à faire vivre ce collectif pour qu'il y ait une sorte d'émulation, pour qu'il y ait des collaborations, des coopérations. Et nous travaillons au plus près de chaque structure de ce collectif sur le terrain pour être dans une adaptation maximale aux besoins de chacun et de chacune. Donc, on va s'appuyer en fait dans le développement et l'animation de ce collectif, on va vraiment s'appuyer sur une définition de la production responsable, qui se décline en 4 volets, qui sont, pour nous, ce qui va fonder, vraiment, les possibilités d'une consommation plus responsable, à savoir la plus-value équitable. Donc là, il va vraiment s'agir de produits, biens et services issus d'organisations affiliées à des réseaux reconnus du commerce équitable, hein, donc je vais les citer en vrac, mais les Artisans du Monde, Colécosol et tous les produits, Colécosol, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est le collectif du commerce équitable, hein, qui rassemble plusieurs structures du commerce équitable et donc qui a une offre de produits certifiés par des labels bioéquitables, EcoCert équitable, GOTS, Max Havelaar, etc. En deuxièmement, il y aura la plus-value sociale. Donc là, ça va vraiment être tous les produits, services développés selon un mode de gouvernance démocratique qui va donner la priorité aux personnes sur le capital. Vous connaissez bien sûr le principe, les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, etc. et les membres de la CRES, bien sûr. Et tous les produits, biens et services développés en impliquant les usagers dans la gouvernance de l'entreprise. Donc, ça peut être aussi bien des crèches parentales, des associations pour le covoiturage et les coopératives du consommateur. En troisièmement vient la plus-value solidaire.
où là, on va vraiment favoriser les structures qui contribuent à l'insertion des personnes en difficulté ou exclues du marché du travail. Donc, Eugénie a évoqué tout à l'heure l'URSSIA, mais Madame François aussi a parlé des entreprises qui font l'insertion professionnelle, des entreprises auxquelles son établissement fait appel. Ensuite, en quatrièmement, nous aurons le pilier, environnemental donc, et là, ça va concerner tous les produits, biens et services qui sont respectueux de l'environnement, ou avec un moindre impact sur l'environnement. Donc là, il va s'agir de produits, issus de l'agriculture biologique, ou biodynamique, et développés par les producteurs membres de Bio en Grand Est, notamment. Mais là, comme pour les 3 piliers précédents, il est nécessaire d'avoir, soit une reconnaissance au niveau d'un réseau, reconnu, soit une certification, avec des labels, reconnus tels que, agriculture biologique, Nature et Progrès, Biocohérence, Déméter et cetera. Donc au-delà de ces critères, objectivés, pour aller plus loin en tout cas, nous on va mettre en place, heu en adéquation avec, les besoins de chaque structure, des actions sur le terrain, quoi. Donc, là effectivement, ça nécessite une connaissance du terrain et une connaissance des structures qu'on va mettre en œuvre, sur la plateforme zigezag.info. Donc, voilà, je le redis, c'est une plateforme qui est à destination des particuliers, mais aussi et surtout des collectivités, des entreprises pour, faire, vraiment créer vraiment une synergie, sur le territoire. Voilà. Des questions peut-être? Je ne sais pas si j'ai j'ai peut-être été un peu brouillonne dans mon Non, toujours descriptif, pas de non? questions. Bon, bah, c'est que c'était suffisamment clair alors. Après, on n'hésitera pas, voilà, à vous ressolliciter si jamais vous avez des questions sur acheter responsable avec la CRES ou Zigezag, avec la Chambre de consommation d'Alsace et du Grand Est. Voilà, on pourra peut-être se faire le relais et vous passer le relais, Eugénie et Agnès, si on a des questions plus précises ou des besoins d'accompagnement sur ces outils que vous venez de présenter. Merci. Merci. Et donc, pour finir la dernière slide, donc c'est toujours les apporteurs de solutions. Voilà, donc on a effectivement tous les achats mutualisés, hein, les associations pour le maintien voilà, d'une agriculture paysanne, donc les AMAP, notamment sur le volet alimentaire. Il y a le réseau ADER, qui est un réseau effectivement de mutualisation d'achats mutualisés et une centrale de référencement associatif dédiée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire au statut associatif, voilà, qui vous permet effectivement aussi de mutualiser vos achats. Et puis nous avons Apogée, voilà, qui est présent aujourd'hui avec Quentin, Cindy et puis Zoé, donc qui vous présenteront dans un second temps effectivement leur plateforme. Et puis je voulais aussi, voilà, nous souhaitions faire un focus aussi, il y a des accompagnateurs aussi apporteurs de solutions. Donc il y a la CCI Grand Est, hein, qui a un parcours sourcing et qui vous permet effectivement d'avoir un accompagnement et de bénéficier d'un accompagnement effectivement pour aller vers une transition durable. Et puis pour aller plus loin, je vous dirais qu'il y a le site de l'ADEME où il y a pléthore là, de conseils et en tout cas de boîtes à outils qui vous permettent effectivement de vous acculturer davantage et si vous souhaitiez effectivement aller plus loin. Donc là, je vais donner effectivement la parole à Quentin, Cindy et Zoé pour vous présenter effectivement le réseau de mutualisation Apogée et puis le réseau acheté responsable mutualisé. Merci. Merci. Merci à vous. Je remercie aussi l'UNAT de nous avoir proposé de nous intégrer à ce webinaire sur les achats responsables. Et je remercie également Brigitte François d'ODCVL pour son témoignage. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, j'ai été marqué d'entendre, voilà, on a fait un choix responsable. L'achat responsable, ça se décide et c'est beaucoup de travail. Je vous félicite parce qu'à entendre tout ce que vous avez fait chez EDCVL, vous avez déjà fait un long chemin. Et bravo à vous. Donc, je vais lancer notre présentation et vous présenter tout d'abord le réseau Apogée brièvement avant d'en venir à notre site Achat responsable mutualisé. Vous me direz si vous voyez bien s'afficher la présentation en grand écran. On est bon ?
On est bon. Super. Donc, quelques mots rapides sur le réseau Apogée. Donc, on est une association qui existe depuis 40 ans et notre expertise, elle se situe au niveau des achats et plus particulièrement au niveau du référencement, puisque pour la petite histoire, c'est il y a 40 ans à Lyon qu'une douzaine d'établissements ont décidé de mutualiser, de massifier leurs achats pour optimiser leur budget. Donc, ils ont compris que la solidarité était une clé, était un vrai levier. Hein, la mutualisation était vraiment un levier pour faire des économies et pouvoir voilà, mieux optimiser son budget de fonctionnement. Donc aujourd'hui, depuis 40 ans, on a pratiquement 11 000 adhérents qui nous ont rejoints dans cette aventure, donc majoritairement des associations et des structures du secteur de l'ESS. Donc on va avoir par exemple du médico-social, du social, urgence sociale, on a de la petite enfance, de l'éducation populaire, du tourisme social, bien sûr, on va en parler, et puis aussi des établissements qui accueillent des personnes fragiles ou porteuses de handicap, et personnes âgées également. Donc aujourd'hui, le réseau Apogée, quand on prend l'ensemble des structures du réseau, c'est une centaine de salariés. Et parmi ces salariés, on a 4 chargés d'accompagnement qui sont nos forces vives, hein, qui sont sur le terrain au quotidien pour conseiller, accompagner nos adhérents. Donc on a Cindy qui est à mes côtés, qui je laisserai la parole pour vous présenter un des slides un peu plus tard. On a Géraldine Hecht, Vanessa Dupérier et Caroline qui est, elle, à distance et basée à notre siège à Lyon. Donc le tourisme social et solidaire, très rapidement, hein, pour vous dire, ça représente quand même 700 adhérents chez Apogée qui mutualisent 20 millions d'euros d'achats chaque année. Donc on vous a mis quelques noms à droite d'adhérents, hein, qui font souvent aussi partie de réseaux associatifs avec lesquels on a des liens, voire des partenariats, comme avec l'UNAT Grand Est. Donc, on est allé aussi un petit peu plus loin pour nos adhérents du tourisme social et solidaire, puisque en parallèle de notre référencement, on a aussi élaboré un catalogue d'offres fournisseurs voilà, qui permet d'avoir une meilleure lisibilité pour les établissements du tourisme social et solidaire, des fournisseurs, des remises et des produits qu'on met à leur disposition. Et puis, on a également, alors ça, c'était après le Covid, on a eu une petite idée au départ qui était d'aider les adhérents à se relancer. Après le Covid, enfin en tout cas certains on avait noté qui étaient vraiment en difficulté, donc on s'est dit qu'on allait faire un catalogue pour recenser les adhérents qui le souhaitaient dans le tourisme social et solidaire, et on a mis en avant ce catalogue auprès de l'ensemble de nos adhérents, voilà, l'ensemble des salariés de nos adhérents, l'ensemble de leurs bénéficiaires et bénévoles, et ce catalogue a aujourd'hui pris la forme d'un site internet, donc vous pourrez aller regarder si vous voulez. Et pour s'inscrire, eh bien, il faut quand même être adhérent Apogée, je le précise, pour les établissements qui seraient intéressés d'avoir une visibilité sur ce site. J'avance un petit peu. Donc, je le disais, notre métier historique, c'est le référencement, c'est la mutualisation des achats. L'achat, on l'a dit, c'est vraiment un levier majeur pour faire de la transition écologique. Donc le fait de mutualiser, ça permet quoi? Ça permet de faire des économies sur son budget de fonctionnement, et ces économies, elles vont permettre d'aller acheter des produits éco-responsables qui parfois, c'est pas toujours vrai, mais ça peut être vrai quand même régulièrement, sont un peu plus chers que les produits conventionnels ou les produits entrée de gamme. Pour autant, c'est des produits qui ont un impact moindre sur la pollution planétaire, et puis c'est des produits qui ont tendance aussi, si on les choisit bien, à être plus durables. Et donc à long terme, on fait des gains également au niveau de l'usage sur ces produits. Donc je vous ai parlé du référencement, voilà, en quelques chiffres rapides, 300 fournisseurs référencés au sein de 14 univers, ça représente 110 familles d'achats, donc il y a du choix. Ce référencement, il est basé par rapport aux besoins de nos adhérents, ça c'est important de le dire. On sélectionne des fournisseurs en fonction de ce que nos adhérents nous demandent, hein, de la crèche à la maison de retraite, c'est pour ça qu'il est très large et qu'il couvre autant de besoins et autant d'univers. Donc on globalise au total 150 millions d'euros d'achats annuels. Donc ça permet d'occasionner des économies, alors c'est une moyenne, hein, 40%, ça dépend des fournisseurs et des familles, mais voilà, ça peut être 5-10%, on peut monter à plus de 60%, ça dépend vraiment de quel produit on va trouver. On met également toutes ces négociations dans un site extranet, on met à disposition de nos adhérents pour qu'ils puissent les consulter.
un site sur lequel il y a également des comparatifs, et il y a également les labels qui apparaissent des fournisseurs référencés et aussi d'un certain nombre de produits. Donc on peut même faire des recherches avec en utilisant le critère des labels, je pense notamment aux produits alimentaires. On a le critère Egalim et on a aussi les labels. Vous parliez tout à l'heure, je crois que c'était Eugénie qui parlait des labels rouges, AOP, AOC. Voilà, on a aussi critérisé tous ces labels. En parlant de labels, voilà, juste pour dire aussi, Apogée s'est fait labelliser Lucie, donc on a eu la labellisation l'année dernière. Voilà, c'est vrai que quand on parle d'achat responsable, alors là, je prends un petit peu de hauteur, mais c'est vrai chez Apogée, on parlait de responsabilité aussi tout à l'heure, de choix responsable de la part de Madame François. On massifie un certain volume d'achat pour nos adhérents, donc on pense aussi qu'il est normal déjà de nous-mêmes nous appliquer un certain nombre de bonnes pratiques et de process reliés au développement durable. Et aussi, la manière dont on référence nos fournisseurs est importante, puisque si on oriente un grand nombre d'établissements vers des achats de produits, de fournisseurs qu'on a sélectionnés, autant que ces fournisseurs aient des certifications, aient des produits labellisés pour aider l'ensemble de nos adhérents à justement avoir un impact sur leur RSE. Alors, on vous a listé, et là je vais passer la parole à ma collègue Cindy. On va essayer de ne pas faire trop de redites parce que beaucoup de choses ont été déjà dites par Eugénie et Agnès juste avant. Mais voilà, on propose une petite méthode pour, step by step, passer à l'action une fois qu'on a dit tout ça. Oui, merci Quentin. Une bonne petite méthode, effectivement. Parce que l'important dans cette démarche, c'est d'avancer étape par étape pour entamer une démarche d'achat responsable. Il n'y a pas besoin d'être expert, ni même d'être parfait. La première étape va être de s'arrêter sur un état des lieux de ses propres achats. Donc, on va essayer de comprendre déjà avant d'agir. Essayer de comprendre ses propres achats. Donc, ses postes, regarder ses propres postes de dépenses. Donc, déjà, nos volumes, nos fournisseurs, nos contrats en cours, voir déjà ce qui se passe en interne. Et puis, voilà, ça permet déjà d'avoir une vision globale de là où se situent les principaux enjeux, ensuite les leviers. Ensuite, on pourra passer à l'étape 2 du plan d'action pour pouvoir cibler les sujets prioritaires. La principale d'achat responsable repose sur la priorisation. Donc, il ne s'agit pas de traiter tous les sujets, mais bien de prioriser, donc d'étudier les sujets qui vont avoir le plus d'impact. Les impacts vont être différents en fonction des structures, en fonction des établissements. Ça peut être les produits d'entretien, ça peut être l'alimentaire parce que ça va être ceux qui vont être le plus visibles pour les clients. Ça peut être l'énergie parce qu'ils vont représenter un enjeu économique fort. Peu importe, ça sera votre plan d'action. Ensuite, la troisième étape permettra de définir votre politique d'achat responsable. C'est important de formaliser pour mettre un cadre clair. Ensuite, la quatrième étape qui en découle naturellement, c'est l'intégration de critères responsables dans vos consultations et dans vos achats. Donc, c'est la suite logique, passer du cadre à l'action concrète. L'enjeu, c'est de faire évoluer vos pratiques d'achat dans vos consultations, vos devis, vos choix de produits, en intégrant, vous l'aurez compris, des critères environnementaux et sociaux. Par exemple, on en a parlé, privilégier la durabilité pour du mobilier, pour des équipements, peu importe. L'étape suivante, sélectionner des fournisseurs qui vont être alignés avec vos critères. Donc, ça va être le choix des fournisseurs qui seront engagés RSE, RSO, pour vérifier la cohérence entre le discours et les pratiques.
Donc, on en a suffisamment parlé aussi. Chez Apogée, donc, nous avons des chargés d'accompagnement des territoires. L'étape qui est souvent complexe, c'est bien celle-ci, comparer les fournisseurs, les produits. C'est une étape qui peut être chronophage et complexe. Donc, nous, en tant que chargés d'accompagnement, on est vraiment présents, on est vraiment là pour accompagner nos adhérents dans cette étape-là pour pouvoir choisir, recommander nos adhérents dans le bon choix de fournisseur, choisir le bon interlocuteur aussi, le bon service, et puis vous accompagner dans cette démarche-là. Accessoirement, ça vous permet aussi de gagner du temps et parfois de l'argent aussi. La dernière étape, qui est aussi importante, donc, pour pouvoir pérenniser toute cette démarche, c'est important de suivre, d'ajuster, de valoriser les actions qui sont menées. Donc, important de suivre avec des indicateurs simples qui vont être de suivre la progression des produits labellisés, la réduction de certaines consommations, par exemple, pour mesurer vos progrès, ajuster si nécessaire, et surtout valoriser les actions menées pour embarquer les équipes, mettre en avant vos actions. C'était Madame Alexandre tout à l'heure qui parlait d'enquête de satisfaction. Voilà, c'est des actions concrètes, des choses significatives qui montrent bien une fidélisation aussi qui est vraiment présente. Je redonne la main à Quentin pour la suite. Je te remercie, Cindy. Donc là, effectivement, on va rebalayer. Je vais essayer d'être un peu succinct. Les fondamentaux qui permettent de structurer une politique achat. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de bon sens, finalement, et on le voit. Les acteurs du tourisme social sont très rarement les derniers à mettre en œuvre des pratiques éco-responsables. Mais effectivement, c'est bon de les rappeler. Donc avant tout, voilà, on avait dit avoir une vision globale et puis aussi savoir se poser les bonnes questions. C'est tout bête, mais voilà, est-ce que ce produit, on en a réellement besoin? Est-ce qu'il est bien adapté à l'usage qu'on compte en faire? Est-ce qu'il n'est pas surdimensionné, sous-dimensionné? Est-ce que c'est un produit qui va être réparable? Est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser, le prêter éventuellement? Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut aussi réfléchir en amont. Vérifier aussi quelles sont les réglementations auxquelles on est soumis. Alors c'est vrai que là, je sais qu'il y a beaucoup de réglementations dernièrement, et je pense que si je dis décret tertiaire, loi AGEC, loi Egalim, voilà, tout le monde voit un petit peu à quoi ça renvoie. On a eu une inflation législative et réglementaire ces derniers temps qui nous ont vraiment, j'allais dire, mis sous pression. En tout cas, ça a été très, très dynamisant pour nous chez Apogée parce que ça nous a poussé à aller chercher des solutions et notamment à référencer des fournisseurs sur ces items-là. Donc voilà, et puis également, je le disais tout à l'heure, notre site extranet, on l'a aussi développé pour mettre en avant un critère pour critériser les produits alimentaires éligibles ou pas à Egalim, pour aider nos adhérents à atteindre les objectifs fixés c'est la loi Egalim justement. Comment est pensé le cycle de vie du produit? Alors ça, c'est pas toujours évident de le savoir. Il ne faut pas hésiter à enquêter un petit peu si on a le temps, à se renseigner auprès du commercial de son fournisseur, qui est aussi des fois bon conseil là-dessus. Voilà, l'origine du produit, les conditions de fabrication, le transport, très important, la durée de vie, et puis aussi la fin de vie. Voilà, est-ce que c'est un produit qui est recyclable? Voilà, certains ont des contenants 100% recyclables, donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut aussi regarder. Donc, je pense aux produits d'entretien quand je dis ça, mais pas que. On va avoir aussi des choses qu'on ne pense pas forcément, mais que voilà, on est des fois surpris. Je pense à des vêtements professionnels qui n'ont pas besoin d'être repassés. Donc là, c'est intéressant parce qu'on gagne du temps homme là-dessus. On gagne aussi, on fait des économies d'énergie. Voilà, au niveau de la buanderie, c'est des petites choses, mais mises bout à bout, ça fait une différence. Aussi, ce qu'on peut regarder, c'est le coût global et la valeur créée, ne pas s'arrêter au prix facial du produit. Donc, on regarde l'usage, la maintenance et la fin de vie quand on regarde le coût global. Et puis, je l'ai dit en préambule, mais c'est vrai qu'un produit qui peut être peut-être un peu plus cher à l'achat, s'il est 2 fois plus durable, à l'arrivée, on fait des économies. Et donc, voilà, il faut des fois accepter de mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose
de plus haut de gamme, ou en tout cas de plus durable, et aussi de plus vertueux. Limiter les impacts pour la santé des usagers, ça c'est aussi quelque chose voilà, qui rejoint la QVT, puisque c'est aussi savoir mettre à disposition de ses salariés. On pense aux produits d'hygiène, mais il n'y a pas que ces produits-là, hein, des produits qui sont exempts de substances dangereuses. Quand on achète du mobilier aussi, hein, les composés organiques volatiles, les fameux COV, voilà, ça peut avoir un petit impact hein, sur ses salariés ou ses clients éventuellement. Et puis voilà, on en a parlé déjà, mais la dimension sociale et territoriale est aussi intéressante à prendre en compte, puisque derrière le produit, il y a une chaîne humaine, et donc il y a des personnes qui travaillent dans certaines conditions. Donc on a aussi plus l'assurance, quand on achète des produits fabriqués localement en France ou en Europe, d'avoir des personnes qui fabriquent derrière, qui sont traitées de façon socialement acceptable. Et puis aussi privilégier, on l'a dit déjà, mais des entreprises engagées dans l'insertion, des coopératives, des fournisseurs locaux, voilà, pour réduire aussi les coûts de transport et les émissions de CO2, puisque le transport, c'est le deuxième poste après l'énergie émetteur de CO2, il faut quand même le rappeler. Donc voilà, c'est vrai qu'on en a fait du référencement de fournisseurs ESAT et même labellisé ESUS dernièrement, mais c'est aussi un axe de progression pour nous chez Apogée, je le dis. Il faut qu'on continue. Je vais passer au label. Je ne vais pas tous vous les citer parce que sinon ça va durer trop longtemps, mais voilà, on a mis les deux catégories de labels qu'on retrouve régulièrement, ceux qui sont plutôt orientés fournisseurs. Donc nous, chez Apogée, on remarque qu'on a beaucoup de fournisseurs qui sont labellisés engagés RSE, EcoVadis, Bicorp un petit peu moins, Lucie un petit peu moins aussi. Mais ils sont tous, enfin beaucoup sont ISO aussi, hein, labellisés ISO. Et puis on a les labels produits. Donc là, on peut peut-être s'arrêter sur un ou deux labels produits. Je prends par exemple la réduction de l'impact environnemental global. Donc on retrouve l'écolabel. Alors c'est pas le même que celui qui accourt pour la labellisation des hébergements de tourisme. Là, celui-ci, il est plutôt orienté produit. Donc il invite à s'intéresser, il valide la fabrication, l'usage et la fin de vie. Qui sont plus durables que les autres produits. Donc on a l'écolabel européen, voilà, je l'ai dit, Nordic Swan, Blue Angel. On peut aussi s'arrêter 2 secondes sur l'économie circulaire, la recyclabilité et la fin de vie, avec le cercle de Möbius, le cradle to cradle. Donc là, voilà, c'est la capacité du produit à être recyclé, réutilisé dans une logique circulaire. Et puis, je l'ai dit, mais l'origine de fabrication aussi est importante. Alors, pour avoir un impact économique local auprès des acteurs de votre territoire, c'est très important. Et puis pour la question du transport aussi, je l'ai déjà dit, mais voilà, ça aussi, c'est vertu. Donc privilégier idéalement le fabriqué en France et le Made in Europe. Le site des achats responsables mutualisés, donc ça, c'est un site que le réseau Apogée a créé il y a à peu près 2-3 ans. L'idée, c'est d'avoir un site vraiment ressource pour nos adhérents, et pas que, parce que c'est un site qui est consultable par tout un chacun. Et l'idée de ce site, c'est de mettre en avant une sélection de produits. Donc, il y a à peu près 400 produits à vocation durable et responsable qui sont mis en avant de différents fournisseurs. On poste aussi des articles sur ce site qui décryptent à la fois les labels, les réglementations, certaines bonnes pratiques. On met à disposition aussi des retours d'expérience d'adhérents, puisque l'idée, c'est aussi d'essaimer les bonnes pratiques, d'inspirer, et pourquoi pas aussi inspirer des fournisseurs. Donc ces articles d'ailleurs vous les retrouvez dans une newsletter qu'on poste 2 fois par an sur le site. Voilà, je vous ai mis deux, trois exemples, hein. On va trouver par exemple un jeté de lit en fibre recyclée qui est fabriqué par une entreprise labellisée France Terre Textile. Donc là aussi on privilégie le savoir-faire artisanal français, c'est intéressant. On a de la lessive ultra concentrée, donc ça aussi c'est intéressant parce que la lessive concentrée, quand elle est vendue concentrée, les coûts de transport sont optimisés. Voilà, je vous ai mis aussi un utilitaire, des lampes solaires, les lampadaires solaires, pardon. Donc ça, c'est intéressant aussi. On est sur de l'énergie verte. Voilà, c'est des choses qui ne viennent pas alourdir votre budget de fonctionnement une fois que c'est mis en place. Quelques exemples d'articles, je vous laisserai aller sur le site internet pour les retrouver et les consulter. Et puis, voilà, la newsletter 2 fois par an, je vous l'ai dit, donc vous pouvez la recevoir en vous inscrivant sur le site ou si vous prenez contact avec nos chargés d'accompagnement, ils pourront aussi vous orienter. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Je
Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que certains ou certaines ont des questions suite à notre présentation? Il n'y a rien dans le chat. N'hésitez pas à réagir. Pas de questions. Enfin, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, en tous les cas, on est à votre disposition, hein. L'UNAT a les coordonnées des chargés d'accompagnement du territoire Grand Est. Donc, vous pouvez passer par l'UNAT, par exemple, si vous souhaitez prendre contact avec nous aussi. Voilà, je vais peut-être rendre la parole à Caroline, parce que je vois qu'on on est en train de dépasser un petit peu l'horaire, non? Ça va, ça va. Merci Quentin en tout cas et Cindy aussi pour avoir pris la parole. Bien évidemment que ce soit côté présentation ou côté ressources, là on en a mis quelques liens dans le chat, mais on va compiler tout ça pour que voilà vous ayez accès à toutes ces informations plus les présentations. Je rappelle que vous pourrez revoir ce webinaire puisqu'il sera bientôt disponible en replay. C'est vrai que des fois, on n'a pas forcément la question là qui arrive, mais comme on l'a dit, nous, on reste à votre disposition si besoin pour compléter ou en tout cas vous orienter vers les bons interlocuteurs si vous avez une question plus précise. Je fais un dernier rappel. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en général, il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, soit parce que vous êtes ultra clair et que c'est très précis, soit parce que, effectivement, dans le temps imparti, on n'a pas forcément la question qui nous vient. Mais c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que voilà, c'est plutôt clair et précis dans les éléments que vous nous fournissez. Je ne vois rien circuler. Hop, je remets juste. Est-ce que vous voyez normalement apparaître? Juste que j'arrive à moi-même. J'arrive pas. Voilà. Est-ce que Lilou, tu peux mettre le lien? On va vous mettre un lien dans le chat aussi, mais voilà, simplement pour les participants, voilà, on va vous fournir un lien pour vous exprimer voilà, sur le déroulé de ce webinaire. C'est pour nous quelque chose d'assez important. Ça nous permet d'avoir vos retours là à chaud, mais on vous le renverra plus tard, mais voilà, d'avoir votre retour sur les sujets qui ont été abordés par rapport à cette thématique de l'achat responsable. Autant du côté de l'UNAT que pour les intervenants, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas. Normalement, Lilou, si c'est pas fait, va vous mettre le lien et vous pourrez tout de suite y accéder. Sinon, on vous l'enverra par la suite. Et donc, comme on l'a dit, nous, au sein de l'UNAT, hein, on a des personnes d'ailleurs qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Ce sont nos chargés d'animation territoriale sur le territoire. Donc, pour la Lorraine, c'est Anaïs Thévan qui est présente aussi. En Alsace, c'est Emeline Lefloc et en Champagne-Ardenne, Adrien Potin. Normalement, ils sont là tous les trois. Et vous avez leur contact en fonction voilà, de votre territoire. Vous pouvez, si vous êtes adhérent à l'UNAT, bien évidemment, les contacter et ils pourront vous accompagner au mieux sur ces questions voilà, d'achat responsable. Et si bien évidemment, ils n'ont pas l'information ou que c'est une demande plus précise par rapport aux interventions, que ce soit d'Apogée, de la CRES ou de la Chambre de commerce, voilà, si vous en êtes d'accord les uns et les autres, on donnera les contacts aussi au besoin pour aller plus loin dans cet accompagnement. Oui, si je peux juste me permettre, pardon Caroline, c'est juste Oui, la Agnès. chambre de consommation, De pas la chambre de consommation, commerce. pardon. Je comprends. Et vous avez bien fait, Agnès, de me reprendre. Désolée Pas pour grave. cette confusion. Je mettrai bien la chambre de consommation. Merci beaucoup. Désolée. Et puis, je vais simplement donc terminer
par le prochain webinaire qui se déroulera normalement le 12 mars prochain et qui sera donc sur la thématique de l'accessibilité, donc avec la présentation notamment. On va rester dans les labels, mais là on change un petit peu d'univers avec le label tourisme et handicap. Et comment garantir l'accessibilité de sa structure touristique à travers ce label-là. Et ce sont nos animateurs territoriaux qui font cette présentation puisqu'ils sont experts sur le sujet. Donc voilà, la communication et les inscriptions ne vont pas tarder à venir, mais en tout cas, vous pouvez déjà retenir cette date pour le prochain webinaire. Avant de nous quitter, et je vais arrêter le partage, je tiens à remercier de nouveau tous nos intervenants. Merci encore Eugénie, Agnès, Quentin, Cindy et Zoé qui ne s'est pas exprimée mais qui a été là pour la préparation. Merci aussi à Brigitte François et je ne les vois plus. À Marine aussi, Alexandre, à Brigitte d'ODCVL et Marine de La Vie en Vert pour votre témoignage. C'est toujours intéressant. Moi, ce que je vais retenir, c'est que c'est surtout une volonté et une démarche de la structure avant tout que de vouloir se lancer dans un label pour être labellisé ou autre. Donc voilà, il y a un réel partage des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on ne peut que vous encourager à poursuivre vos engagements respectifs et à vous soutenir si besoin, vous accompagnement davantage sur ces sujets-là. Donc merci à tous et merci aux participants aussi d'avoir été présents. J'espère que on a pu répondre à vos attentes et encore une fois, on reste à votre disposition si besoin les uns et les autres. Dans quelques jours, on vous enverra toute cette documentation-là qui a été présentée et puis toutes les documentations aussi à venir prochainement. Est-ce qu'on clôture là? Est-ce que je regarde est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de questions, il n'y a rien. D'accord. Ok. Bon. Eh ben, je pense qu'on peut s'en arrêter là, sauf si quelqu'un veut encore intervenir avant qu'on se quitte, mais on peut d'ores et déjà clôturer ce webinaire. Et encore merci à vous tous et toutes. Et à vous. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un peu de monde, non? Il y a toujours... Je suis en train de créer une salle. Ouais. Je pense qu'on peut... Anaïs, pourquoi t'es en double? Je sais pas pourquoi. Tu nous as fait Jean-Michel. Je ne puis te répondre. T'as fait comme Jean-Michel, en fait. À la dernière J'ai fait Jean-Michel. C'est ça. Et on a toujours, du coup, l'auberge de jeunesse qu'on ne peut pas enlever. C'est ça, Lilou? Non, sur Teams, je ne peux pas enlever les gens. Là, j'ai créé une salle. Ah voilà, c'est bon. Bon, bah, ils sont partis. D'accord. ok. Arrête l'enregistrement aussi. Oui, et j'étais en train de le faire aussi. Arrêtez, non, je sens. Parce que faudra peut-être couper un peu, hein, parce qu'on m'entend.